Bienvenue à ce coup de Zoom sur Holacracy avec Bernard-Marie Chiquet, fondateur de l'Institut IGI, créateur du management constitutionnel et certifié Master Coach en Holacracy. Bernard-Marie, donc je vais te laisser la main afin que tu puisses nous présenter dans un premier temps Holacracy et à la suite de cette première partie, nous enchaînerons avec des questions. Merci Louis. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'ouvrir cet espace, qui est un nouvel espace pour nous autour du système Holacracy, en lien avec les thèmes habituels de responsabilisation, d'empowerment et d'empuissancement, terme que l'on préfère, on expliquera sûrement pourquoi, d'accountability ou de redevabilité et de management tout simplement, et de self-management et plein d'autres termes. Voilà, je vais donc partager avec vous. Donc je vais ouvrir la danse. Je vois mon travail comme un travail de teaser pour alimenter des questions. Et puis, j'espère que l'essentiel de cet espace sera vivant, c'est-à-dire centré sur des échanges eux-mêmes issus de vos préoccupations, de vos questions. C'est comme ça qu'on voit du sens et c'est comme ça qu'on a une chance de créer de la valeur. Du coup, je vous invite à préparer d'ores et déjà vos questions. Je suppose que Louis a préparé la mécanique pour ça. Je ne sais pas ce qui est prévu pour ce faire. Mais donc, voilà, préparez vos questions, envoyez-les. Louis, il faudra que tu mettes des messages sur le sujet si ce n'est pas clair, mais c'est sûrement clair et c'est moi qui m'inquiète pour rien. Donc, je vais partager avec vous ce que Holacracy peut apporter sur les sujets que je viens de citer, sur ces grands thèmes, et là où nous en sommes de nos recherches en la matière à l'Institut AGI, l'Institut de recherche AGI, depuis maintenant 13 ans et plus de 130 expérimentations, c'est-à-dire plus de 130 accompagnements de la transformation d'entreprise autour de Holacracy. Je vais vous donner quelques coups de projecteur. Je vais vous donner quelques coups de projecteur qui mériteraient, chacun d'entre eux mériterait beaucoup plus d'approfondissement. Comme d'habitude, je vous invite à ne rien prendre de ce que je vais dire pour argent comptant. Je vais juste vous partager mon expérience sur le sujet avec les limites que ça peut avoir, avec toutes mes croyances. Et puis, j'en ai lâché pas mal, mais je sais que j'en ai encore plein et des nouvelles croyances à créer. Enfin bref, voilà, faites avec ça. Et je vous invite surtout à vous laisser traverser par ce que je vais exprimer là tout de suite, pour ensuite, après cette étape d'expression, vous mettre à l'écoute de ce qui vous vient après m'avoir écouté. Et ainsi, vos résonances par rapport à qui vont émerger vont pouvoir alimenter et enrichir la conversation entre nous dans toute la suite de cet espace. Voilà. Donc, j'y vais. Donc, déjà, pour commencer, on va être simple et basique. Holacracy, c'est un document. C'est aussi simple que ça. Et je suppose que Louis va vous l'envoyer dans le module chat. C'est un document qui est en open source au niveau mondial et on en a la version 5.0. Donc, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui est vivant et qui, à chaque fois qu'il il rencontre des limites, eh bien, il évolue. Et on est quelques-uns à faire évoluer. Voilà. C'est aussi, qu'est-ce que c'est que ce document? C'est un référentiel managérial. J'ose plus utiliser, on utilise nous dans notre jargon le mot constitution, mais je ne suis pas sûr que ça soit un bon ami en fait, parce qu'il y a beaucoup de réticences par rapport à la constitution, et puis ce n'est pas parce que vous avez une constitution que tout se passe bien. Donc c'est un référentiel managérial personnalisé par chacune des entreprises qui s'en emparent, qui décident de s'en inspirer, et qui vous donne un framework, qui vous donne un outil, une boîte à outils, dans lequel vous allez d'abord voir de façon explicite ce qui est attendu du management dans l'entreprise. Dans notre entreprise, qu'est-ce qui est attendu du management à travers la notion de leader. En fait, ce document ou ce référentiel managérial vise à mettre de la clarté sur ce qu'on appelle le management. C'est essentiel parce que dans le modèle conventionnel, le mot management n'est pas défini de manière très précise du tout. Et d'ailleurs, la plupart des managers en souffrent. Donc, il y a besoin de définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction managériale. Souvent, j'entends des managers me dire oui, c'est moi qui suis en charge de la stratégie commerciale parce que je suis manager. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien être bon dans les fonctions managériales et un piètre stratège commercial, ça n'a rien à voir. Du coup, en fait, qu'est-ce que c'est que les fonctions managériales? Est-ce qu'on a besoin de fonctions managériales? Nos travaux sont arrivés il y a quelques années à démontrer que les fonctions managériales sont plus que jamais nécessaires. Holacracy ou pas holacracy, elles sont nécessaires. Mais qu'est-ce que c'est que ces fonctions managériales? Qu'est-ce qui est attendu du management?
Donc, voilà ce qu'on va vous retrouver dans ce framework. Et c'est paramétrable parce que ça peut évoluer d'une entreprise à une autre. Après, le deuxième sujet important que vous allez trouver dans ce référentiel, dans ce document, c'est un certain nombre de mécanismes de protection et de permission. Et un des mécanismes importants, je vais en citer quelques-uns, c'est celui des attendus. Donc, tout attendu est explicite. Ou dit autrement, il n'y a pas d'attendu implicite. Enfin, il peut y avoir des attendus implicites, mais il est explicitement dit que les attendus implicites ne font aucun poids. Alors, c'est vraiment important parce que la plus grande source de souffrance dans les entreprises, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des théoriciens des organisations, et en particulier, je pense à Elliot Jaques. Il a démontré à travers des travaux épais scientifiques que la plus grande source de souffrance dans les entreprises, c'était la présence d'attendus implicites. Quand j'attends quelque chose de quelqu'un sans que ce soit explicite pour cette personne. Et là, je ne vous fais pas un dessin. Si vous regardez dans vos vies respectives, je ne vais pas développer, mais s'il y a des questions là-dessus, je serais ravi d'y répondre. Donc, quand tu as compris ça, c'est évident que si on veut créer un monde où il n'y a pas de souffrance, ne serait-ce que pour avoir un monde performant, il vaut mieux qu'il y ait le moins de souffrance possible, il faudrait que tous les attendus soient explicites. L'autre point qui vient avec ce référentiel managérial, c'est aussi un mécanisme explicite qui dit tout interdit est explicite. Et ça, c'est important parce que dans le modèle conventionnel, on ne sait jamais sur tel ou tel sujet si j'ai le droit ou pas le droit. Et là, c'est simple. Tu ne te poses pas la question, tu regardes. Si jamais c'est un sujet interdit, alors il y aura un feu rouge. D'ailleurs, c'est le propre de la technologie du feu rouge, qui est une technologie qui est malheureusement pour moi remplacée par trop de ronds-points, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la technologie du feu rouge nous a libérés. Elle nous a libérés. Quand tu arrives au feu rouge, tu t'arrêtes. Quand le feu est vert, tu passes. C'est une technologie très libératrice en termes d'énergie. C'est pareil là. En holacratie, en fait, tout interdit est forcément explicite. Donc, a fortiori, si tu te poses la question de savoir si tu as autorité pour le faire, cette action, ce projet, regarde sur un logiciel transparent, Glassfrog ou la Spirit, regarde sur le logiciel transparent s'il y a un feu rouge, s'il y a un interdit explicite. Pas d'interdit explicite, tu passes. Dans ce framework, dans ce référentiel managérial, il y a aussi des règles de coopération entre les rôles qui sont définis et aussi des accords relationnels. Il y a aussi des rituels de réunion. Des rituels de réunion, ce qu'on appelle la réunion de triage et puis la réunion de gouvernance. La réunion de triage est une réunion centrée sur un espace d'entraide. Et c'est un espace d'entraide. Les uns et les autres apprenons à apporter des points et puis à émettre des demandes d'aide, qui est le début du leadership. Le leadership, c'est la capacité pour nous, quelle que soit la situation, pouvoir se mettre en mouvement. Et si je ne sais pas comment avancer, à minima, je peux prendre une action pour demander de l'aide aux autres, à condition d'avoir cette initiative-là, ce qui est le début du leadership, et d'autre part, à condition d'avoir un espace où les demandes d'aide et d'entraide sont bienvenues. C'est la réunion de triage. Et en même temps, pendant cette réunion de triage, où les uns et les autres apprenons à apporter des demandes, y compris des demandes d'aide, mais ça peut être d'autres types de demandes, tous les autres qui sont autour de la table apprennent à écouter leur client, celui qui vient avec cette demande, apprennent à se centrer sur l'autre, apprennent à devenir des bons followers, ce qui est une polarité, le followership, qui va avec le leadership. Followership et leadership, c'est les deux faces de la même pièce. Donc, si jamais vous étiez intéressé pour développer le leadership ou d'accompagner les personnes vers plus de leadership, vous pouvez toujours le faire avec la voie traditionnelle développer le leadership, si on sait ce que ça veut dire, ou bien, il n'y a pas dans tout ce que je dis quand j'utilise ou, c'est toujours un et accompagner les personnes à développer leur followership. Donc là, je ne vais pas creuser, mais je serais ravi s'il y a des questions sur le sujet parce que c'est toute une profondeur derrière. Et puis, voilà, dans ce référentiel managérial, est défini où sont définies les responsabilités de tout à chacun. Et elles sont définies à partir d'une structure de rôle. Donc la nature du pouvoir change complètement. On passe d'un pouvoir attaché à des humains avec des statuts. Je suis directeur de la recherche et développement, et donc j'ai le pouvoir sur la fonction recherche et développement, et j'ai le pouvoir sur l'équipe recherche et développement. Donc ça, on oublie, c'est un système qui est un peu trop pauvre. On n'essaye même pas de le partager. Souvent, des gens parlaient de gouvernance partagée. Non, là, c'est pas du tout là-dedans.
on fait la rupture de pouvoir, c'est-à-dire qu'on passe à une autre forme de pouvoir. Et d'ailleurs, je parlerai plutôt d'autorité et de puissance pour qu'on ne se perde pas. Donc, ça passe par une structure de rôle et donc toute la question des autorités, du pouvoir des autorités, et non plus attachée à des personnes, mais attachée à des rôles. Et c'est les personnes, une fois affectées au rôle, qui vont pouvoir profiter des autorités explicites attribuées au rôle. C'est les autorités attribuées au rôle sur la raison d'être, la raison d'être d'un rôle, la raison d'être du rôle. Donc, le rôle, c'est les petites entreprises, par exemple. Je prends un exemple concret. Moi, j'ai 2 rôles, par exemple, dans un cercle, le cercle training, enfin formation. J'ai le rôle conception-formation et puis j'ai le rôle formation. Pour moi, je considère que ces 2 petits rôles, en fait, c'est 2 petites mini-entreprises que je dirige. Bon, je suis tout seul dedans. Ça n'empêche, c'est 2 petites entreprises que je dirige. Je suis doublement artisan, patron de petites entreprises. Je suis doublement entrepreneur. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, c'est simple, c'est que le rôle conception-formation, le rôle formation, ils sont définis par un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est la raison d'être, le sens. Quel est le sens de mon rôle conception-formation? Quelle est la finalité? Quel est le potentiel créateur de valeur? La raison d'être, c'est défini en holacratie comme étant le potentiel créateur de valeur, pluriel, hein, avec un S toujours quand j'utilise le mot valeur, pour moi, il n'existe qu'au pluriel, le plus profond que l'organisation aspire à être. L'organisation ou le cercle, ou mon rôle, et est appelé à exprimer dans le monde, compte tenu, principe de réalité, de toutes les choses dont l'entreprise est cause et compte tenu de toutes les choses dans lesquelles excusez-moi. J'ai un truc. Excusez-moi. Donc, je disais là, je reprends la définition de la raison d'être, c'est le potentiel créateur de valeur le plus profond que l'organisation aspire à être et est appelée à exprimer dans le monde compte tenu de toutes les contraintes auxquelles elle est soumise et compte tenu aussi de toutes les choses dont elle dispose. Donc, je reviens à mes petites entreprises. Donc, je suis le patron conception formation et le patron formation. J'ai la raison d'être qui me guide, qui me donne le sens pour chacune de mes 2 entreprises. Puis après, j'ai ce qu'on appelle des redevabilités qui sont attachées à ce rôle. La redevabilité, c'est une offre de service. C'est la proposition de valeur au sens du business model Canva pour ceux qui connaissent. Avec mes clients, mes segments de clients, qu'ils soient internes ou externes, je m'en fiche. Il y a des gens que je sers. Si je travaille, je crée de la valeur. Si je me rends compte que je ne crée pas de valeur, j'arrête tout de suite. Je vais gagner du temps et de l'énergie. Si je crée de la valeur, je ne peux le dire que si je crée de la valeur pour quelqu'un. S'il n'y a personne à qui je crée de la valeur, je ne crée pas de valeur. C'est une illusion. Et ce quelqu'un à qui j'apporte de la valeur s'appelle un client. Donc, j'ai des clients. La conception, formation et formation, ils ont des clients. Ces clients peuvent être internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise. Je me fiche. Je ne réserve pas le mot client à des clients externes à l'entreprise en dehors de la membrane juridique. On se fiche dans le travail dans les travaux qu'on fait. La question de la membrane juridique n'a pas tellement d'importance là. Elle n'est pas à retirer parce qu'elle sert à d'autres sujets, notamment pour les actionnaires, etc. Mais dans mon propos, en fait, la membrane juridique nous dessert plutôt qu'elle nous sert. Donc voilà, les redevabilités, c'est la vitrine. Si je suis le patron de conception-formation, de la même manière que le boulanger est patron de sa boulangerie, en fait, les redevabilités de la boutique conception-formation, de l'entreprise conception-formation, c'est la même chose que pour le boulanger, l'équivalent de sa vitrine. C'est la vitrine dans laquelle vous pouvez voir quelle est la promesse en fait, de ce boulanger, quels sont les produits qu'il offre, quelles sont la proposition de valeur, quelle valeur il offre à ceux qui rentrent dans le magasin et qui vont lui demander. Donc les croissants, les baguettes, etc. etc. C'est ça. Ça n'est pas, une redevabilité, ça n'est pas les activités que fait le boulanger pour délivrer ça. En fait, la redevabilité, c'est vraiment la vitrine du magasin. C'est la promesse faite à ses clients. C'est les propositions de valeur dans le terme utilisé pour le business model Canva. Donc, ça, c'est vraiment important parce que si on oublie ça ou si on ne capte pas ça, on va tomber dans le piège principal de l'holacratie, c'est-à-dire la bureaucratie. C'est vite arrivé. On veut éviter ce piège, mais surtout, on veut permettre à toute l'entreprise de créer davantage de valeur, pluriel, et la création de davantage de valeur, donc manifester la raison d'être de l'entreprise, que cette entreprise soit plus performante par rapport à cette manifestation de raison d'être. Ça se fait à tous les étages de l'entreprise, puisque la raison d'être est une entité qui est fractale, donc on va la retrouver à tous les étages de cette chaîne. Donc, je reviens dans mon entreprise conception formation et dans mon entreprise formation. J'ai effectivement la raison d'être
qui me donne le nord, qui me donne la finalité, qui me donne autorité pour faire ce que j'ai envie de faire pour que la raison d'être se manifeste. J'ai une ou plusieurs redevabilités, donc offres de services dans ma vitrine, qui me permettent de bien mettre au clair mon interface avec les clients, ma proposition de valeur ou mes propositions de valeur à mes différents segments de clients. Il reste la notion de domaine, qui est un vestige du pouvoir sûr, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on a changé complètement, on a disrupté complètement le pouvoir pour passer d'un pouvoir sûr à des autorités au service de la création de valeur au titre de mes rôles, raison d'être et redevabilité. Eh bien, il faut reconnaître qu'on ne peut pas éradiquer complètement le pouvoir sûr. En effet, il y a des espaces qu'il peut rester nécessaire de contrôler dans toute entreprise. Par exemple, excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte là. Par exemple, la liste de prix. Si vous n'avez pas de liste de prix, si vous avez plusieurs personnes dans l'entreprise ou plusieurs rôles en capacité de délivrer des devis à des clients pour la même prestation avec des prix différents, ça va jaser, ça va se savoir. Celui qui a payé le plus cher, il va venir vous voir pour vous demander un avoir et puis votre réputation va couler vite fait. C'est juste pour dire que dans n'importe quelle entreprise, il peut y avoir des choses, il peut y avoir des actifs, il peut y avoir des processus, il peut y avoir des fonctionnalités qu'il est nécessaire de contrôler, comme un processus de recrutement. Si n'importe qui peut modifier le processus de recrutement comme il le veut, ça ne va pas le faire. Il y a besoin de contrôler le processus de recrutement, c'est-à-dire qu'il y a un rôle en charge de publier le processus de recrutement et le faire évoluer, et puis ce processus est applicable à tout le monde. Pardon. Ça ne veut pas dire qu'il n'évolue pas, mais ça veut dire qu'à un instant T, il est contrôlé à un endroit. Donc ça, ce domaine, c'est le vestige du pouvoir sûr, et il est malheureusement, j'allais dire, encore nécessaire, mais dans une organisation qui adopte l'holacratie, ça ne représente même pas 5% des rôles. Donc voilà, vous avez donc ces trois éléments, domaine, redevabilité, raison d'être, qui définissent mon rôle, mon contenant, mon entreprise. Et bien sûr, les autorités, maintenant, elles me sont données parce que je suis affecté au rôle conception-formation et parce que je suis affecté au rôle formation. Des autorités explicites me sont données tout simplement par la lecture de la raison d'être et des redevabilités du rôle. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je n'ai pas de pouvoir sûr, je n'ai pas de précaré, c'est fini ça. Je suis un entrepreneur obsédé par la création de valeur plurielle au titre de la raison d'être de mon rôle, au titre de chacune des redevabilités de mon rôle. Je n'ai pas de pouvoir sur quelqu'un, je n'ai pas de pouvoir sur une fonction non plus. Alors évidemment, là on sent mieux, j'espère que c'est suffisamment clair, sinon surtout poser des questions sur cette disruption majeure de la notion de pouvoir. C'est vraiment clé, c'est vraiment un apport clé de holacratie. Alors le manager, qu'est-ce qu'il devient? On pourrait se poser la question. Le manager d'avant, qu'est-ce qu'il devient? Il devient leader de cercle. Il peut aussi devenir hiérarque parce que holacratie ne remplace pas le lien hiérarchique. De toute façon, il ne peut pas remplacer le lien hiérarchique puisque le lien hiérarchique, il n'est pas inhérent à une organisation. Il est juste inhérent à un contrat de travail. Donc, si jamais dans ton entreprise, il y a des contrats de travail qui sont signés, alors il y a un lien hiérarchique puisque c'est attaché au contrat de travail que ça a été créé comme ça par Fayol et Taylor pour faire fonctionner le modèle il y a plus de 100 ans. Donc, il peut être hiérarque, c'est-à-dire celui qui signe le contrat de travail et qui donc le gère dans la durée. Et puis, il peut être surtout leader de cercle. Il peut aussi être, dans certaines entreprises qu'on a accompagnées, qui ont une activité de projet chez les clients, il peut être aussi chef de projet. Donc, la notion de management, il peut y avoir 1, 2, 3 avatars, selon qu'il y a des contrats de travail, selon qu'il y a des gros projets à gérer. Et c'est ça le management. Le management, et en particulier, je vais me focaliser sur le leader de cercle, il définit le cadre et puis il peut modifier les rôles, tout simplement. Au lieu d'agir directement sur les personnes en leur disant de faire tu fais ci, tu fais ça, etc., de prendre le risque de sombrer vers le micromanagement, il peut définir le cadre et les rôles à travers l'interface, l'intermédiation des rôles. Donc, et puis le manager peut affecter, enfin même est en charge d'affecter les personnes dans les rôles, de les accompagner. Alors bien sûr, dans l'affectation, il y a la question du rituel d'affectation, qui est un élément extrêmement important. Je ne vais pas développer, sinon je vais passer beaucoup de temps. Et puis la question de l'accompagner la personne dans la durée pour qu'elle soit la plus performante possible dans son rôle. Et ça, c'est important parce que, en fait, le self-management dont tout le monde parle, nous, on s'est rendu compte dans la pratique qu'il y a très peu de gens qui viennent naturellement self-manager et que le self-management passe par l'excellence managériale et que l'excellence managériale induit beaucoup de choses, dont notamment la capacité à accompagner les personnes
vers davantage de self-management sans pour autant leur donner du poisson. C'est leur apprendre à pêcher plus que leur donner du poisson. Donc là, il y a une nouvelle posture qui n'est pas nouvelle. Hein. J'ai bien l'impression que quand j'ai bien la conscience que quand je dis ça, ce n'est pas un scoop, on en parle depuis longtemps. Sauf que là, maintenant, on a un outillage et une posture en termes de management qui est soutenue par Holacracy que nous n'avions pas, que je n'avais pas lorsque j'étais manager conventionnel. Ce qui fait que même si je connaissais la théorie du singe sur l'épaule, même si je connaissais la métaphore du poisson, dans la pratique, c'était extrêmement difficile de le faire. Donc, le manager peut modifier les rôles, il affecte les personnes dans les rôles, il les accompagne, il peut définir aussi des priorités et des stratégies, hein, plutôt qu'à chaque fois que quelqu'un vienne le voir et lui demande s'il demande ça. Le manager prend du recul. Alors, c'est vrai que donc, il y a une exigence supplémentaire au niveau du management, prend du recul et se pose la question de savoir quels sont les sujets importants du moment et peut les traduire sous forme de priorités. Comme par exemple, voilà, ce mois-ci, priorité A, tel sujet. Ou alors des stratégies, ce qu'on appelle aussi des stratégies. Le manager, enfin, distribue les ressources financières sur les projets et sur les rôles. Voilà. Et puis, et bien sûr, le manager, finalement, si on prend du recul, c'est quoi son essence, hein. On peut commencer à avoir des définitions maintenant un peu sérieuses, ce qui était difficile avant. On pourrait dire que le manager, il pilote la performance du cercle en termes de création de valeur. Un cercle, une équipe autrefois, un cercle maintenant, c'est une entreprise à part entière, et cette entreprise à part entière, elle crée de la valeur. Même si ce cercle, c'est un cercle de fonction support. Et ça, c'est la première polarité. La deuxième polarité, c'est que le manager, leader de cercle, accompagne les personnes dans leur processus de responsabilisation, c'est-à-dire qu'il se met en posture de création de leader. Adieu le leader qui materne les suiveurs et vive le leader qui crée des leaders. Je fais très très court là. J'espère qu'il y aura plein de questions là-dessus. Voilà, je regarde le temps. Tu m'as donné combien de temps? Tu ne m'avais pas dit? Une heure, donc encore 10 minutes. Ok. Donc, je passe vraiment très rapidement. Après, il y a un concept qui est vraiment important, c'est la notion de tension. Je vais parler de tension dynamique pour pas qu'on se méprenne. Et dans cette notion de tension, la plupart des gens, au début, lorsqu'ils sont peu exposés à la classique, ne comprennent pas ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de parler de tension personnelle, j'ai mal au dos, j'ai un problème avec mon banquier. Je ne suis pas en train de parler de tension interpersonnelle. Je ne peux plus sentir Germaine là au deuxième. Ça existe toujours évidemment. C'est probablement réduit parce que maintenant les attendus sont explicites. Mais ça existe toujours, c'est inhérent à la nature humaine. Et donc, bien sûr, il y a déjà de la place, Holacracy n'apporte pas grand-chose là-dessus. Il y a déjà, normalement, dans une entreprise qui se respecte, des processus ou des rôles des personnes ou des coachs, des processus de gestion de conflits, etc., etc., etc. Quand on parle de tension, on ne parle pas ni de tension personnelle ni de tension interpersonnelle. On parle de tension organisationnelle. On parle de situations très concrètes dans lesquelles je ressens des limites à la création de valeur plurielle dans l'exercice de l'un de mes rôles. Donc, ce n'est pas que j'ai une tension, moi perso, ce n'est pas que j'ai un problème avec qui que ce soit, c'est juste que mon entreprise de conception-formation, par exemple, elle est limitée par je ne sais pas quoi. Et donc, on a une tension organisationnelle. Là, on n'est plus dans le système je, système personnel, c'est l'individu. On n'est pas non plus dans le système collectif, le nous, hein, souvent les gens disent le je, le nous. Non, on est dans un troisième système. Et là, je perds tout le monde en général parce que cette notion n'est pas bien connue aujourd'hui. Les gens pensent qu'il y a le je et le nous. Et d'ailleurs, il y a toutes les approches que vous pouvez retrouver autour de vous. Très souvent, il y a le je, il y a le nous, et vous passez du je au nous, et comment être un je tout en respectant le nous, et comment, etc., est un nous constructif. On n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas. En fait, on ajoute une dimension. On ajoute une dimension, et ça, c'est vraiment important, même si c'est difficile à percevoir au début, parce que c'est vraiment une nouvelle représentation du monde. En fait, l'entreprise, elle est vue comme un système à part entière. Un être vivant, un système vivant, un organisme vivant doté de sa propre identité. Et cet organisme vivant doté de sa propre identité, c'est ni le je, même si le je, c'est le fondateur ou l'actionnaire, c'est ni le nous, ce n'est pas les collaborateurs. L'entreprise n'a jamais été les collaborateurs, ce n'est pas vrai. L'entreprise, c'est l'entreprise. Et d'ailleurs, sur le plan juridique, c'est une personne morale. Une personne morale qui n'est ni ses actionnaires ni ses collaborateurs.
Et donc, c'est comme ça qu'elle est vue en holacratie. Alors, on peut ne pas accepter ce modèle mental, mais si vous allez vers holacratie, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et c'est intéressant de voir les choses comme ça, parce que du coup, on est capable d'avoir 3 systèmes au lieu d'un, le système du je, le nous et l'entreprise. Ce potentiel créateur de valeur inhérent à l'entreprise elle-même. Et donc, les tensions, en fait, se trouvent dans le 3e système, les tensions dynamiques. Et là, on peut en faire quelque chose, parce qu'en fait, holacratie est organisée autour de ça. Donc, on pourrait voir ce système vivant, si je continue sur cette métaphore, qui n'en est pas une quand on pratique holacratie, comme cet être vivant, au fond, s'il est vivant, il devrait avoir un code biologique, un code ADN. Vous me suivez? Donc, c'est pour ça que la structure de rôle, la définition des rôles et des cercles constitue le code ADN de l'entreprise. Et l'ensemble des opérations que une entreprise qui fonctionne en holacratie va conduire, effectuer, exécuter, sont la matérialisation de ce code, l'expression de ce code. Et en même temps, il y a une fonction fitness qui est inhérente à cet organisme vivant, qui sont les tensions ressenties par des êtres humains qui collaborent, en fait. Les humains collaborent, c'est une espèce qui collabore avec l'espèce des organisations, des entreprises. Et les êtres humains donc, qui collaborent vont ressentir des tensions de l'organisation. Il y a une alliance entre les deux. Et ça va procurer la fonction fitness. La fonction fitness qui va permettre de pouvoir altérer le code. Et c'est comme ça et de modifier le code à travers les réunions de gouvernance. Donc, à chaque fois que moi, je ressens une tension qui limite dans l'exercice d'un de mes rôles, j'ai le pouvoir, même le super pouvoir. Alors, ce n'est pas parce que je l'ai que je vais m'en emparer, c'est une autre question et c'est difficile d'accès au début pour le plus grand nombre. Pardon. Mais j'ai le pouvoir de modifier le code de l'ADN à condition de le faire pour traiter ma tension, la tension que je ressens, qui limite le rôle. Pas une tension personnelle, pas une tension interpersonnelle. Donc, il y a un processus pour ça qui est le processus de gouvernance qui filtre, qui évite qu'on embarque des choses qui n'ont rien à faire ici, qu'on embarque des tensions personnelles ou des tensions interpersonnelles. Mais qu'on embarque que de la vraie, que de la pure, que de la tension organisationnelle, que de la tension qui limite l'exercice d'un rôle. C'est facile à faire, il suffit de demander un exemple. Est-ce que tu peux me donner, Bernard-Marie, un exemple passé au présent dans lequel ton rôle a été limité et qui te fait apporter cette proposition en réunion de gouvernance? Si je ne suis pas capable de donner un exemple, donc il n'y a pas de réalité derrière, donc il n'y a pas de tension, au revoir. C'est aussi simple que ça. Mais si je peux donner un exemple, alors du coup, ça va être apprécié, embrassé, et ça va donner lieu à une modification de la gouvernance, c'est-à-dire ça va donner une modification des rôles. La structure de rôle va être ainsi modifiée, tension après tension par l'ensemble des collaborateurs. Le corps de l'organisation va pouvoir être altéré. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte qu'un des apports très puissants en fait, de l'holacratie, en plus de fournir un terreau fertile à l'empuissancement des personnes, c'est aussi de permettre à l'organisation, telle que je viens de la définir il y a un instant, de changer aussi vite que le changement. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans les 2 minutes qui me restent? On a parlé de triage et de gouvernance, j'en ai parlé, je ne vais pas aller plus loin. Je vais parler rapidement de ces territoires de transformation. Je vais terminer sur un thème majeur. J'ai parlé beaucoup de structure, j'ai parlé beaucoup de sens, de raison d'être, de sens, mais la structure et le sens ne suffisent pas. Alors déjà, le sens ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui se gargarisent avec le sens, mais ça ne suffit pas. Sans la structure, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut de la structure, j'en ai parlé. Mais même avec la structure et du sens, ça ne suffit pas. Il faut aussi de l'énergie. L'énergie qu'on appelle l'énergie de la responsabilité pour aller vers plus de responsabilisation. En effet, si je suis affecté patron de l'entreprise conception-formation et patron de l'entreprise formation, et qu'en même temps, je fais mon job, mais bon, je vais le faire en surfant, je vais laisser les choses filer, je vais laisser se vivre dans une certaine forme de superficialité, et parfois me protéger, me cacher ou me justifier, ça ne va pas le faire. J'ai besoin d'adopter une posture d'entrepreneur. J'ai besoin de prendre l'énergie de la responsabilité de chacune de mes mini-entreprises, c'est-à-dire j'ai besoin d'accepter de m'envelopper du manteau, une espèce de cape invisible de la responsabilité qui fait que je ne vais rien lâcher. Je vais avoir la niaque, je vais donner mon meilleur, je vais prendre des risques et je vais assumer. C'est ça qu'on appelle, et je trouve que c'est assez parlant comme métaphore, l'énergie de la responsabilité. Et donc le but, c'est aussi de mettre de la vie dans cette structure. Le sens, la structure, plus l'énergie de responsabilité à faire circuler partout
au sein de l'entreprise, au sein de tous les rôles et de tous les cercles de l'entreprise. Là, il y a un gros enjeu parce que l'outil n'est pas limitatif. Là, on tombe sur le facteur humain. Et il y a des personnes pour qui c'est facile de prendre l'énergie de la responsabilité, pour plein de raisons. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, Louis, pour… Ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation, Marie. Alors, nous allons désormais passer à la partie des questions que vous avez pu nous envoyer en avance ou via Zoom. Et donc, on a une première question qui est de Tariq. Quels sont les degrés de maturité requis des membres d'une organisation pour intégrer toutes les nouvelles formes de gouvernance? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mot toutes les nouvelles formes de gouvernance, donc je vais réduire la… Et puis, je vais réduire la question parce que si on met dans toutes les formes de gouvernance les degrés de maturité, si on met… ça dépend quel type de gouvernance. Et j'en ai plusieurs modes de gouvernance qui défilent dans ma tête et la réponse à la question serait différente en fonction du type de gouvernance. Moi, je vais répondre à la question sur les gouvernances auxquelles je crois, évidemment. Et donc, je crois, moi, à une gouvernance constitutionnelle, basée, articulée sur une constitution, dont Holacracy était le pionnier. Holacracy, c'est le pionnier de ce pouvoir constitutionnel, de ce management constitutionnel. Alors, la maturité, c'est une superbe question, à laquelle, honnêtement, je ne sais pas répondre. J'avais des réponses intellectuelles. Comme la plupart des gens, quand on découvre un truc, on a plein de réponses intellectuelles, mais toutes mes réponses intellectuelles, elles se sont effondrées face à la réalité. Je m'étais dit, par exemple, dans une entreprise où il y a des PhD, donc des docteurs, des gens qui sont diplômés, PhD, des professeurs, ouais, ils ont une super maturité, ça va le faire. Mais non, c'est l'endroit le pire pour mettre un truc comme Holacracy, parce que c'est le royaume des silos. Hein. Je les adore, hein. J'ai plein de copains, mais c'est l'horreur. C'est chacun leur boîte, mais ça ne le fait pas. Et puis après, je me suis dit, dans des entreprises où il y a des gens soi-disant très développés, vous savez, les gens qui ont fait beaucoup de travail de développement personnel, quand ils se présentent, ils expliquent qu'ils en sont à 20 ou 30 ans de développement personnel. Donc, on pourrait se dire qu'ils sont matures. En fait, non, là, ça ne le fait pas non plus, parce qu'ils veulent tout réinventer tout seuls. Je fais très court, hein, je suis absolument caricatural. Du coup, c'est intéressant. Là, j'ai encore une autre discussion. J'éclaire avec quelques spots complètement déstructurés, si je ne vais pas faire mieux. J'ai eu des discussions pas plus tard qu'hier avec des gens qui me disent, ouais, dans les entreprises, il y a quand même des populations, c'est plus difficile. Bon, ce qu'il voulait dire et qu'il n'a pas osé dire, c'est qu'il y a l'école blanc et l'école bleue. Voilà, pour un chat, un chat. Donc, et sous-entendu, l'école bleue, ils ne sont pas capables de. Bon, c'est tentant. C'est tentant intellectuellement. On se dit, bah oui, c'est des gens qui. On pourrait dire que c'est des gens qui réfléchissent moins de par leur job. On pourrait dire ça, c'est entièrement faux, mais on pourrait dire ça se comprend. En tout cas, dans beaucoup d'entreprises, y compris des entreprises très performantes et évoluées, avec RSE et tout bien comme il faut partout, il y a encore ces traces indélébiles de ce fossé social entre l'école blanche et l'école bleue. C'est la réalité de ce que je vis. Je n'ai pas vu toutes les entreprises au monde, mais j'en ai vu pas mal. Bah, c'est faux aussi là. C'est faux aussi là. Ça n'a rien à voir. Du coup, c'est pour ça que je me permets, après avoir donné 2-3 éclairages, de me dire qu'il n'y a pas de réponse à la question. Après, il y a des gens qui vont vous dire ils vont utiliser un modèle type la spirale dynamique et vous dire on ne peut pas prendre des oranges, les verts, ça va être un peu court, il faut tout de suite foncer sur du jaune. Opale, s'il parle d'Alou, parce que l'Alou a transformé la couleur. Enfin bref. Et non, je ne sais pas répondre à la question et je pense que le critère essentiel, je vais transformer la question. La question, c'est est-ce que les personnes sont aptes à prendre l'énergie de la responsabilité? Je pense que c'est la seule question. Quel que soit leur rôle, est-ce qu'ils sont aptes à prendre l'énergie de la responsabilité? Et il faut reconnaître qu'il y a des gens qui prennent assez facilement l'énergie de la responsabilité, d'autres pas. Et c'est intéressant de regarder pourquoi. Souvent, ça peut être une question d'éducation. Il y a des gens qui n'ont jamais été mis en situation, lorsqu'ils étaient jeunes, de prise de responsabilité, d'être mis face dans des situations où ils ont été mis face à leurs responsabilités, donc ils n'ont pas le muscle qui s'est développé. Souvent, c'est autre chose, c'est juste qu'il y a de la peur derrière. Il y a de la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être isolé. Ça, c'est très fréquent dans les entreprises. Il y a une forme de doxa. Je suis en train de penser à une entreprise en particulier qui a un service de travail semi-manuel. Donc, on est dans le monde ouvrier. Et
et il y a une telle doxa, il y a une telle, il y a une telle pensée dominante, une telle culture de l'équipe très forte, qui fait d'ailleurs que tout recrutement qui n'est pas fait par l'équipe est voué à l'échec. Hein, j'invente rien, c'est comme ça que ça s'est passé. Et que du coup, le recrutement maintenant se fait par l'équipe. Mais la doxa et la pensée de l'équipe et non pas des individus, hein, parce que là, on est dans les falsifications de préférence, hein, si on se réfère aux travaux de Kumar, parce que lui, tu as quelque chose à donner là-dessus, eh bien, les personnes n'osent pas dire des choses qui ne seraient pas conformes à la pensée unique de cette équipe. Et du coup, elles ont peur d'être isolées. En fait, en l'occurrence, elles ont parfaitement raison d'avoir peur, parce que si elles le faisaient dans cette équipe auquel je pense, elles seraient virées de l'équipe. Tout c'est aussi simple que ça. Après, il y a d'autres raisons. Il y a des gens aussi qui ne se sentent pas légitimes. Et du coup, effectivement, on est sur des sujets soit personnels, les freins, soit des sujets personnels qui sont liés à des peurs et des craintes, d'image aussi de soi, d'image renvoyée vers les autres, soit des logiques de groupe. Des logiques de groupe qui font qu'il y a une culture très forte qui empêche, c'est l'exemple que je viens de donner. Et c'est ça, d'ailleurs, le plus large de nos travaux en ce moment, c'est sur ce sujet-là. Parce que si les personnes se mettent en capacité de prendre l'énergie de la responsabilité, il n'y a plus de souci, puisque la structure est là, le sens est là. Les gens prennent la responsabilité de leur entreprise, on leur a affecté des mini-entreprises à la hauteur de leurs compétences, et en plus, ils prennent l'énergie de la responsabilité, tout va bien. Malheureusement, ce qu'on constate, ce n'est pas ça. Peut-être qu'il y a 20% des gens, c'est un majorant, qui vont prendre naturellement l'énergie de la responsabilité ou qui sont très proches d'eux, un petit coup de pouce et ça va le faire. Et puis, il y a 80 des gens qui ne prennent pas l'énergie de la responsabilité. Et là, du coup, ça reste en chantier. Comment on fait pour accompagner les personnes pour qu'elles le prennent à leur rythme? Attention, sans violence. Vous pouvez pas... C'est vraiment important. Faire pour les gens sans les gens, c'est faire contre les gens. Hein. J'aime bien rappeler ce proverbe touareg. Voilà ce que j'avais envie de répondre à cette question. Et alors, justement, puisque tu commences à parler de l'énergie de la responsabilité, on avait une question sur quels sont les bénéfices et quel intérêt y a-t-il pour les collaborateurs d'adopter un tel outil? Tu peux me le redire, s'il te plaît? Quels sont les bénéfices et quel intérêt y a-t-il pour les collaborateurs d'adopter un tel outil? Par outil Holacracy. Attends, j'ai compris. Je suis introverti, donc j'ai besoin de réflexion avant de répondre. Quels sont les bénéfices? Il faudra leur demander, mais ce qui vient assez vite, c'est d'abord le bénéfice d'avoir la clarté. La clarté sur qui fait quoi. C'est un soulagement. À chaque fois qu'on accompagne une entreprise qui adopte Holacracy, tout de suite, je dis tout de suite, c'est dans les 3 semaines, hein, c'est pas 3 mois, dans les 3 semaines, ouf, on sait qui fait quoi. On a enfin des repères et c'est clair et transparent. Et en plus, c'est soulageant le fait qu'il n'y ait pas d'attendus autres que les attendus explicites. C'est soulageant, pardon. On est ils le disent tout de suite. Donc il y a un gain d'énergie qu'on voit hein, sur les visages et quand on discute avec les gens. Ils perdent plus de temps pour savoir qui, que quoi, machin, etc. etc. Ça, c'est pour moi le gros bénéfice. Après, pour ceux qui s'en emparent, hein, donc la réponse, les nuancée, évidemment, c'est pour ceux qui prennent l'énergie de la responsabilité, bah, ils ont l'impression de vivre, quoi. Ils ont l'impression de vivre. Vous êtes patron d'une entreprise en interdépendance avec d'autres rôles, bien sûr, puisque l'entreprise est vue comme un écosystème dans lequel il y a plusieurs petites entreprises. Mais ça y est, je sais je sais quel est mon terrain de jeu. Je n'ai pas besoin d'aller voir mon boss toutes les 5 minutes pour me faire valider et lui baiser la main. Je peux prendre des initiatives, même s'il n'y comprend rien, ce qui est souvent le cas. Ou alors, il faudrait continuer à avoir la croyance que les managers doivent être compétents sur tous. Soyons sérieux. Et je ne suis pas en train de dire du mal hein, du management. Eh bien, donc, ils peuvent respirer, ils peuvent commencer à créer, à innover. Et puis, je parle bien de ceux qui prennent l'énergie de la responsabilité. Pour les autres, ça ne change pas beaucoup, évidemment. Et puis, ils comprennent vite, parce que maintenant, on joue pas, d'ailleurs, on pratique tous les jours le concept de raison d'être. Le concept de raison d'être, c'est récent. Alors, bon, il y a la loi PAC qui vient dessus, mais appliquée au niveau opérationnel, Holacracy, c'est les premiers devenus avec ça depuis
depuis 12-13 ans maintenant. Et que du coup, à force de pratiquer ce concept, le concept devient familier. Mais quand vous parlez de raison d'être, vous n'êtes pas loin de vous poser la question de quelle est ma raison d'être à moi. Il y a beaucoup d'êtres humains dont on se rend compte quand on les accompagne dans les organisations qu'on accompagne, qui comprennent qu'ils ont une raison d'être. Oui, chaque être humain a une raison d'être. C'est un système, tout système a une raison d'être. Un être humain, c'est un système, qu'il a une raison d'être. Comment? J'ai une raison d'être. Mais c'est quoi ma raison d'être? C'est facile, c'est la même définition. C'est ton potentiel créateur de valeur que le monde attend et que tu peux le plus exprimer au monde compte tenu des principes de réalité, de tes contraintes et de toutes les choses dont tu disposes. Et donc, on arrive vite au talent. À comment? Moi, j'ai des talents. Peut-être ça vous paraît surprenant, mais il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent. C'est incroyable. Donc, ça leur permet de s'ouvrir à la possibilité qu'ils ont peut-être intérêt à changer de croyance. Et une fois qu'ils s'ouvrent à cette possibilité, trop tard. Mais si j'ai des talents, c'est quoi mes talents? Et là, la réponse est immédiate. S'il n'arrive pas à le trouver tout seul, il suffit qu'il demande autour de soi, il va trouver rapidement, il n'y a pas besoin de méga process pour trouver ça. Mais alors maintenant qu'il sait qu'il a des talents, il va vouloir, au moins quelques-uns, il va vouloir commencer à les actualiser. Et donc à rechercher, à prendre en main sa vie professionnelle, à regarder le portefeuille de ses rôles, c'est l'ensemble des rôles qu'il a aujourd'hui, vérifier que les rôles sont grosse couverture, couvrent bien ses talents. Nous, on a un jeu qui s'appelle la couverture des talents. Donc, on demande à un groupe, on demande combien tu estimes, voilà, réfléchis à tes talents, et maintenant regarde ton portefeuille de rôle, et sur 100% du temps que tu passes dans l'entreprise, quel est le pourcentage de temps que tu passes dans tes zones de talent? Donc, si tu estimes que sur 100% du temps, tu passes 50% du temps, tu ne fais que des activités qui correspondent à tes talents, tu dis 50. 50, c'est un très, très grand majorant. Quand on pose la question, c'est rarement à ces niveaux-là, c'est beaucoup plus bas. Donc, ils prennent, et c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça, donc ils prennent conscience qu'ils sont à 17%, qui est un concret que j'avais la dernière fois. Et en plus, 17%, c'est intéressant parce que c'était dirigeant, fondateur qui plus est. Vous imaginez le potentiel qu'il y a pour l'entreprise et pour lui. Donc, une fois que tu as vu que tu es à 17%, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes tes portefeuilles de rôles, tu scannes tous tes rôles, celui-là, il est dedans, il n'est pas dedans, et puis tu cherches à te débarrasser des rôles qui ne correspondent pas à ta zone de talent. C'est du bon sens, hein, c'est facile. Et puis, tu vas chercher d'autres rôles qui correspondent à tes zones de talent. L'objectif étant, mais c'est du bon sens, on a tous les jeux de foot, enfin des jeux, je pensais au foot, c'est comme ça, on va mettre les gens dans les rôles là où ils sont bons. Enfin, c'est du bon sens, sauf qu'on ne le fait jamais en entreprise. Et là, tu n'as pas besoin parce que ça ne dépend pas de l'RH, il n'y a pas besoin d'une bureaucratie supplémentaire pour le faire, non. Les personnes s'en emparent elles-mêmes naturellement et elles vont être à la recherche de rôles qui correspondent plus à la couverture de leur zone de talent. Et ça, pour moi, c'est l'effet majeur. Majeur. Et bien sûr que si tout le monde s'aligne sur ces zones de talent, je ne vous fais pas un dessin, qu'est-ce qui va en profiter? D'abord, tout à chacun. Parce que quand on est dans sa zone de talent, c'est un sujet que je connais particulièrement bien, parce que ça fait longtemps que j'ai décidé de ne faire que ce que j'aime. Et quand vous faites que ce que vous aimez et que vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes probablement sur vos zones de talent, c'est une de mes croyances, vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes le meilleur. Et donc, si vous êtes le meilleur, l'écosystème auquel vous contribuez, vous contribuez à le rendre meilleur. Et donc, l'entreprise, qui est un écosystème d'entrepreneurs de rôle, si chacun ont des couvertures, par exemple, à 80%, on n'arrive jamais au 100%, évidemment, parce qu'il y a des rôles qu'on n'aime pas, il faut bien que quelqu'un les fasse. Et puis, manque de peau, tu es compétent dedans, même si tu n'aimes pas. Parce que je parle bien de talent, je ne parle pas de compétences, hein, ça n'a rien à voir. Eh bien, l'entreprise en bénéficie, je ne vous fais pas un dessin, et donc le monde recueille plus de création de valeur. Voilà. Waouh! Alors, on va enchaîner avec une question, donc c'est un contexte un peu différent. Si moi, en tant que dirigeant, je suis intéressé pour mettre en place la Holacracy, comment est-ce que je m'y prends? C'est marrant, c'est une question qui est difficile pour moi parce que ça ne se présente pas vraiment comme ça dans mon vécu. Alors, quand des dirigeants m'appellent, ça arrive souvent, ça. Alors, en fait, ils n'arrivent pas dans cet état-là. Ils me racontent pourquoi ils ont éventuellement, soit ils n'ont pas encore pensé à l'holacratie, soit ils ont pensé à l'holacratie. Donc, par rapport à la question qui m'est posée, on va prendre le cas d'un dirigeant qui a déjà entendu parler de l'holacratie, qui se demande si c'est pertinent pour lui. Il y a aussi le cas du dirigeant qui n'a pas encore parlé de l'holacratie, qui ne vient qu'avec des problématiques. Et il n'a pas encore fait de lien avec l'holacratie. Peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Donc, je prends le premier cas.
Je vais les faire parler. Qu'est-ce qui vous a fait penser à holacratie? C'est quoi vos... En fait, c'est facile, hein, c'est tellement simple que je n'ose même pas en parler. C'est quoi tes problèmes, quoi? C'est quoi tes cauchemars? C'est quoi les cailloux que tu as dans ta chaussure? Qu'est-ce qui fait que tu veux transformer ta boîte? C'est quoi la raison d'être? Non pas de l'entreprise, mais la raison d'être du changement. Pourquoi? Mais au-delà, et puis en général, il peut être tenté de me servir un discours tout fait, tout préparé, celui qu'on retrouve sur le net un peu partout. Je veux horizontaliser, je veux avoir une gouvernance agile, liquide, je ne sais pas quoi, il y a plein de vocabulaire, donc j'ai un peu du mal à retenir. Je veux responsabiliser les gens, je veux changer aussi tout changement, je veux en puissancer les... Non, ça, en puissancer, c'est encore récent. Voilà. Bon, d'accord, mais c'est un peu général, c'est mental. Donc, bon, c'est assez simple, hein, je le questionne là-dessus, je lui demande l'autorisation de est-ce que je peux vous challenger sur votre raison d'être du changement pour qu'on aille un peu en profondeur. Et puis, s'il me dit oui, ce qui est généralement le cas, parce que je pose la question de manière beaucoup plus, avec plus de tact que je viens de faire. Et puis, je creuse, c'est facile, je lui demande pourquoi, puis à chaque fois, on creuse, on creuse, on creuse. Et puis, à la fin, on arrive, ou non, à une raison d'être tripale. Donc là, sont éliminés tous les dirigeants qui sont tentés d'aller vers un effet de mode. Mais au moins, ils ont un miroir qui leur est renvoyé. Après, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Et peut-être qu'il y a des éléments de la classe qui peuvent quand même les aider. Mais pour aller vers l'holacratie, il faut une raison d'être tripale, profonde, vraiment profonde. Et c'est assez rigolo, c'est toujours personnel. C'est toujours personnifié sur la source, qu'on appelle la source. C'est souvent le fondateur. Ce qui est assez normal parce que le fondateur, il émet, il rayonne. Et l'entreprise est beaucoup à son image. En tout cas, toutes les croyances implicites, je pense, et limitantes viennent de ce fondateur. Et donc, c'est assez logique de penser que cette source, quand je parle de source, hein, ce n'est pas un mot que j'utilise comme ça, je me réfère au principe source, théorie qui a été établie par Peter Koenig, qui montre que en fait, il n'y a pas de créateur. Ça fait du bien de parler de ça, puis ça me permet d'aller, même si ça ne répond peut-être pas à la question. Il n'y a pas de créateur, ça n'existe pas. Moi, j'ai créé 5 entreprises, dit-on, et ça flatte mon ego, hein, surtout quand le samedi soir avec les potes, on présente Bernard Marie, voilà, il a créé 5 entreprises, puis là, il a créé un institut de recherche. Wow, super mec. En fait, il n'y a pas de super mec. J'ai rien créé, j'ai co-créé. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Dixit Peter Koenig, mais après avoir fait des travaux avec des centaines et des centaines d'entrepreneurs qui pensent exactement la même chose que moi, parce que voilà, c'est évident, c'est comme ça. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a capté dans le champ quantique une idée, une énergie. Et cette énergie créatrice, il l'a captée et il l'a fait sienne. Donc, ce n'est pas illogique qu'ils disent que c'est moi. Il l'a fait sienne. Il a fait une saisie égotique sur cette énergie qu'il a captée, qu'il a canalisée. Et il est passé à l'acte. Bravo. Parce que tout le monde peut accéder à beaucoup d'énergie, mais pas tous vont passer à l'acte. Donc, quand il passe à l'acte, il y a une d'alliance qui se forme entre cette énergie créatrice, qui n'est autre que la raison d'être de l'entreprise. C'est la même chose. Donc, il y a une alliance qui se forme entre cette énergie, alors non visible, enfin bon, en 2022 maintenant, donc on sait bien qu'il y a, dans le monde du vivant, il y a le visible, il y a l'invisible, il y a des espèces humaines, non humaines, il y a des chiens, des chats, etc. Il y a aussi d'autres espèces, comme les organisations. Et il y en a plein d'autres, et bien plus nombreuses d'ailleurs. Et du coup, cette alliance donne un super pouvoir. C'est normal, ils sont 1 plus 1, ça donne 3. Et donc, l'entrepreneur, le fondateur, c'est celui qui a fait cette alliance, même s'il l'a fait en la conscience totale en général, qui peut lui faire croire qu'il est le créateur, jusqu'à ce qu'il comprenne ce que je suis en train de dire, ou pas. Et du coup, il va avoir ce super pouvoir, il va passer à l'acte. Et ça va lui donner un super pouvoir, ce qu'on appelle la vision, ce qu'on appelle, etc. etc. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que je prends mon cas, mais je pourrais prendre le cas des copains, j'ai plein de copains entrepreneurs. La question de la compétence n'est jamais une compétence pour un entrepreneur. Si je capte cette énergie de la responsabilité, et qui est aussi la même chose que la source, eh bien, et vous faites le lien tout de suite en mode fractal avec les autres rôles, moi j'étais un peu rapide là-dessus, on verra sûrement, eh bien vous avez un super pouvoir pour faire, y compris quand vous n'êtes pas compétent, vous allez apprendre ce qu'il y a à apprendre. Dans les 5 entreprises que j'ai créées dans ma vie, je n'étais pas compétent pour les faire, aucune des 5.
Et la compétence, ça s'acquiert. C'est plus subtil que ça. Et du coup, c'est la même chose. Si je reviens avec le self-management, c'est la même chose. C'est-à-dire que et si on arrive à faire comprendre aux personnes que c'est juste de capter cette énergie de la responsabilité, c'est s'ouvrir, ils n'ont rien à faire, ils l'ont. Ce n'est pas une question de compétence. Alors, ils peuvent accéder à un super pouvoir et la compétence, si elle manquait, suivra. Voilà. Du coup, je me suis perdu, Louis, il faut que tu m'aides. Et là-dessus, du coup, on était sur comment mettre en place Holacracy en tant que dirigeant. Donc, toi, tu pourrais Ouais, parler de la raison d'être tripale, comme quoi c'était vraiment ouais, important d'en avoir une. ouais, c'est ça. C'est ça. Après, pour moi, enfin, il y a plein d'éléments, mais deuxième élément, donc il faut aboutir à cette raison d'être tripale, sinon c'est planté d'avance. Parce que c'est ça qui va donner de l'énergie, parce que cette transformation, elle demande beaucoup d'énergie dans la durée. Deuxième chose qui me vient comme, enfin, deuxième chose importante, c'est, je dis qui me vient parce qu'il y en a plusieurs, donc je suis en train de. La deuxième chose, c'est les croyances. C'est vraiment important d'aller scanner de ce côté-là. Une telle transformation ne peut marcher que si le dirigeant fait confiance, ou si on ose, ou si le pari de la confiance est d'actualité. On fait confiance aux gens. Et ça, c'est essentiel. Sinon, c'est même pas la peine d'y aller. Ce qui est assez normal, parce que quand vous allez affecter des rôles aux personnes, vous leur faites confiance. Si vous contrôlez les rôles, c'est même pas la peine d'utiliser la classe, passer sur autre chose. Et donc, ça vaut le coup de vérifier que c'est vraiment le cas. Et donc, on fait un travail avec tous les dirigeants et management, c'est de savoir, dans cette entreprise, quelles sont les croyances implicites. Vous vous rappelez, j'ai évoqué 3 systèmes. L'individu, le système du corps social, le collectif, le nous, et puis le système de l'entreprise. Là, on est sur le deuxième système et on est non pas dans le champ du visible, mais dans le champ du non visible. Les croyances implicites, donc non visibles. Il peut y avoir dans les croyances implicites des croyances implicites qui sont limitantes. Si on ne les traite pas, limitantes par rapport à un processus de libération, par rapport à un processus de transformation, de responsabilisation. Si on ne les déterre pas, si on ne les identifie pas et qu'on ne les transforme pas, ben, tout le travail derrière, il ne va servir à rien parce que vous allez vous battre à coup d'investissement, de coaching, de formation, d'accompagnement, à aller systématiquement à contre-courant. Je ne sais pas si vous avez déjà, moi, ça m'est arrivé à nager contre-courant, c'est chaud. Surtout que le courant des croyances implicites limitantes, il est très très fort. Donc c'est peine perdue. Donc il y a du nettoyage à faire. Bon, c'est pas très compliqué à condition de le faire, d'identifier ces croyances. Et souvent, il peut y avoir des croyances limitantes comme il faut être gentil avec les gens. Et ça, c'est limitant. Comme les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir, ça, c'est limitant. Comme on ne peut pas faire confiance à tout le monde, et ça, c'est limitant, etc. etc., etc. Et celles-là, il faut les identifier, essayer de voir les causes racines, d'où ça vient, pour changer de stratégie et la rendre explicite. Ça, c'est vraiment essentiel. Après, il faut embarquer le management. Comme c'est un outil de management, vous ne pouvez pas ne pas embarquer le management. Mais pas majorité, c'est tout le monde, tout le management. Et ce n'est pas compliqué, en fait, parce que, enfin, je dis ça parce que maintenant j'ai pas mal d'expérience sur le sujet. On accompagne beaucoup de comités de direction sur le sujet. Ça ne se fait pas en 3 minutes. Hein, soit c'est un séminaire de 2 jours, soit c'est quelques sessions en ligne, hein, 7-8 sessions en ligne de 3 heures. Et on accompagne le management pour qu'il se rende compte assez vite, dans un cadre sécurisé où il peut poser toutes les objections qu'il a vraiment sur le fond du cœur, au fond du cœur. Et il y a réponse à tout parce qu'on n'a jamais été aussi profondément sur la question du management qu'avec Holacracy. Il faut reconnaître que la discipline managériale est une pauvreté sans nom. Enfin, je ne sais pas si dans les auditeurs, ceux qui ont été managers, moi j'étais pendant 20 ans, j'étais dirigeant, j'étais président de filiales de grands groupes, etc. etc. C'est d'une pauvreté lamentable. On n'a rien comme outil, on n'a rien comme nudge pour la posture, on n'a rien. On a un vulgaire organigramme, des processus dans un coin et des PowerPoint qui sont interprétables de façon différente pour représenter une organisation. On ne sait pas vraiment ce qui est attendu de nous. Bon, si tu es dans une entreprise cotée en bourse, il ne faut pas que tu fasses plus que le budget. J'ai appris ça la première fois que j'ai travaillé dans une entreprise cotée en bourse. Puis sinon, de manière générale, tu te débrouilles pour faire le budget, quoi. Au moins le budget. Tu peux faire mieux, mais sauf dans les entreprises cotées en bourse. Donc, tu commences à jouer avec le transfert des cacahuètes. Tu as une armée de directeurs financiers de contrôle de gestion de faire ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais tu ne sais pas, et après, on te dit il faut que tu aies une super équipe autour de toi. Voilà, ça, c'est les 2 critères qui reviennent à peu près tout le temps. C'est quand même assez pauvre.
soi-disant qu'on a des écoles de management, on rigole, quoi. Il y a des écoles de commerce qui fournissent de bons contrôleurs de gestion, mais je n'ai pas encore vu d'école de management. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les professeurs qui enseignent dans cette école dite de management. Voilà. Alors, en 4 minutes, vraiment, Bernard-Marie, pour la dernière question, est-ce que l'on peut prendre des bouts de holacratie? Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez, bien sûr. Si vous voulez choisir des morceaux, je peux vous dire le morceau choisi numéro 1, c'est le rôle. Le rôle, la notion de rôle, tel que je l'ai expliqué. Peut-être tu peux envoyer la vidéo sur YouTube sur pouvoir sur autorité. Faire la disruption de pouvoir et, et de passer une structure en rôle. Ça, c'est vraiment le basique. Après, ouais, rôle. Après, la notion de tension aussi, c'est un... Mais bon, pour avoir la notion de tension, il faut embrasser aussi la gouvernance. Donc, déjà, le rôle, je pense que c'est important. Après, le triage, la réunion de triage, espèce d'entraide, qui va arrêter le processus habituel que tout le monde intervient, surtout quand il n'est pas compétent, et qu'on laisse une chance aux gens de s'exprimer, de demander de l'aide et d'être écoutés. Et aider à la hauteur de ce qu'ils demandent, tout en leur laissant le pouvoir de l'espace qui est leur, puisque c'est eux qui ont amené le point à l'heure du jeu. Je pense que ça, c'est 2 outils de base, vraiment de base, qui peut choquer personne. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de... Et alors, justement, combien de temps est-ce qu'il faudrait compter pour mettre en place holacratie? Si vous voulez mettre l'ensemble, en fait, je vais prendre des cas concrets. Je pense à une entreprise comme Logic-Mac qu'on a accompagnée il n'y a pas si longtemps, au début du confinement. Donc, je me rappellerai toujours, mars 2020, on a tout basculé en digital. Nous, on les a accompagnés de mars 2020 à début juillet 2020. Et on les a accompagnés jusque-là, sur plusieurs étapes. Tu peux peut-être envoyer, Louis, la vidéo sur comment on met en place Holacracy 5.0. Là, j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Très bien. Ça répondra plus complètement pour ceux qui sont intéressés, parce que j'étais un peu court. Et puis, donc, un statut où en juillet, donc c'est assez rapide, hein, où en juillet 2020, eh bien, ils étaient autonomes. C'est ça qui est important pour nous. Ils sont autonomes. Après, le chemin est long et ça prend des années. Si je prends une coopérative comme Scarabée Biocop, ça prend des années. C'est facile à comprendre que ça prenne des années parce qu'on vient d'un monde qui ne fonctionne pas du tout comme ça. Et la plus grosse difficulté, il y en a 2, c'est la disruption du pouvoir. On passe d'un pouvoir sûr, et on s'est habitué à ça, dans nos zones de confort, à avoir quelqu'un qui a pouvoir sur nous, à une autorité au service, une autorité pour créer de la valeur au service de nos rôles. Et le deuxième, c'est l'énergie de la responsabilité. Je crois que j'ai suffisamment développé. Et après, c'est ça, plusieurs années. Alors, je vais me permettre de partager également 2 minutes pour verser une vidéo sur le sujet, sur le ménager de la responsabilité. Et du coup, comme il est 28 de Bernard-Marie, ce que je vais te proposer de faire, ça va être clôturer tranquillement. Du coup, en vous remerciant tous pour votre participation à ce coup de Zoom et pour vos questions qui étaient nombreuses. Voilà, on n'a pas pu tous y répondre. Sachez cependant que nous organisons régulièrement ce genre de rendez-vous où nous abordons également des thèmes spécifiques qui ont lieu en plus tous les premiers jeudis du mois. Vous aurez toutes les informations dans les mails de follow-up. Et du coup, merci beaucoup Bernard-Marie pour cette présentation et pour tes réponses. Je te propose de conclure cette rencontre en quelques mots. Oui, merci, en fait, merci pour vos questions, j'ai apprécié. J'ai adoré, hein, mais en même temps, pour la prochaine, j'aimerais quelque chose de peut-être plus interactif, plus dynamique. Je ne sais pas encore comment on va débriefer là-dessus, mais c'était à refaire et pour aller plus loin sur le thème. En fait, derrière Holacracy, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je serais ravi en fait, d'avoir un deuxième espace sur le sujet, si tu l'organises. Et je remercie tout le monde. Super, c'est noté. Merci beaucoup à tous. Et puis, en vous souhaitant du coup une excellente journée.